Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, et qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Peut-on prédire les crises économiques ? Exercice évidemment périlleux auquel se livre pourtant depuis des années le français Jacques Attali. Ingénieur et économiste de formation, haut fonctionnaire, il a présidé la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au début des années 90. Jacques Attali était aussi l'auteur de très nombreux essais. Son dernier livre a un titre alarmiste, « Tous ruinés dans 10 ans ». Tous ruinés dans 10 ans. Ce sommet a lieu beaucoup trop tard. S'il y a 15 jours, 3 semaines, on avait dit on met 40 milliards sur la table, ça aurait suffi. Mais on l'a pas fait, on a hésité, on a dit qu'on ferait pas et on fait. Donc c'est la pire des solutions de dire non puis de faire oui. Deuxièmement, le mécanisme qui est en place n'est pas crédible. Les montants qui sont annoncés sont très élevés, mais les plans de rigueur imposés aux Grecs n'est absolument pas tenable. En plus, on leur demande même pas d'économie sur le budget de la défense, qui représente l'essentiel de leurs dépenses. Donc les marchés vont forcément se poser la question de savoir ce qui va se passer avec d'autres pays, vont s'inquiéter et vont essayer de comprendre si les États vont être sérieux. Au Portugal, en Espagne, en Italie, en Angleterre, parce que la Grande-Bretagne est très mal placée aussi. Et donc on va avoir d'autres attaques. C'est pas vraiment des attaques, mais c'est des vérifications du sérieux des États. Et qui ne le sont pas, car aujourd'hui, les gouvernements européens ne prennent pas la seule décision qui s'imposerait, c'est-à-dire de créer des bons européens du Trésor qui empruntent au nom de l'Europe. Tout ce qu'on fait aujourd'hui est du gaspillage. Donc vous vous dites, si je comprends bien, que devant cette crise et son ampleur, la seule solution, c'est de consolider vraiment des mécanismes véritablement européens de réaction. Bien sûr, c'est pas la solution en tant que telle, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que la croissance pour réduire la dette, c'est la seule solution. Mais en attendant de retrouver la croissance, en attendant de faire les économies nécessaires, il faut éviter la catastrophe, et pour éviter la catastrophe, il faut emprunter de façon crédible. Et le seul qui peut emprunter de façon crédible, c'est l'Union européenne. Et on est loin d'une décision de cette envergure. Depuis 2 ans, de toute façon, on ne fait rien. On a fait semblant de faire des G20 qui n'ont servi à rien, on a annoncé des tas de choses qui n'ont jamais été mises en œuvre. On a tellement peur de prendre la moindre décision qu'on ne fait rien, et pendant ce temps, la boule grandit. La crise était une petite crise des subprimes américains qui aurait dû coûter 10 milliards de dollars. On n'a rien fait, c'est devenu une crise mondiale des banques qui aurait pu coûter 500 milliards de dollars. On n'a rien fait non plus, sauf transférer sur les contribuables, et c'est devenu une crise de la dette publique qui se chiffre maintenant à 7 ou 8 trillions de dollars. Les banques continuent à spéculer exactement comme avant. Les actes immoraux continuent de la même façon. Rien, absolument rien n'a changé dans un système qui est entièrement entre les mains de la finance internationale. Rien n'a changé dans un système qui est entièrement entre les mains de la finance internationale. Rien n'a changé dans un système qui est entièrement entre les mains de la finance internationale. Figure-toi, Jamy, qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Eh oui, c'est Luc Besson qui a filmé le Luberon en pleine nuit, Jamy. On s'y croirait. Rien n'a changé dans un système qui est entièrement entre les mains de la finance internationale. Pour eux. Pourtant, ça n'empêche pas ces théories de séduire certaines personnes, même les plus inattendues. Rien n'a changé dans un système qui est entièrement entre les mains de la finance internationale. Si ce n'est que là, on découvre, après une crise des finances privées, la crise des finances publiques des États. On ne découvre pas, si je peux me permettre, avec beaucoup d'autres. Ça fait 3 ans que je dis qu'on n'a fait que transférer la dette privée sur la dette publique. Dès le moment de la crise Lehman, on a choisi de transférer la dette privée sur la dette publique, puisqu'on a accepté de financer toutes les pertes des banques diverses. Mis à part Lehman, de laisser personne faire faillite. Donc on a accepté que le contribuable de demain paye
en plus des dettes qu'il avait fait par ailleurs sur d'autres sujets, ces erreurs-là. Un des motifs, puisqu'il y en a plusieurs de ces atermoiements lors de ces 3 derniers mois, est lié au Fonds monétaire international. Les dirigeants de l'Allemagne se sont opposés à ce que l'Europe paye et assume seule le plan de secours vis-à-vis de la Grèce. Vous qualifiez dans un article récent cette décision de finalement faire appel au Fonds monétaire international comme étant déshonorante. Pourquoi ? J'ai repris la formule de Churchill. Vous avez hésité entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Malheureusement, cette formule que j'ai appliquée se révèle vraie. On a choisi le déshonneur parce que le Fonds monétaire est une structure honorable, mais ce n'est pas une structure européenne. Et donc on a confié à d'autres, c'est-à-dire essentiellement aux Américains et à d'autres non-européens, le soin de décider de la politique qu'il convient de suivre dans un pays européen. Donc nous avons choisi une stratégie qui détruit l'identité européenne. Et en plus, l'essentiel du fardeau sera européen, parce que c'est de toute façon les Européens qui vont payer le prix de cette crise. C'est de toute façon les Européens qui vont payer le prix de cette crise. Mais si jamais tout cela arrive parce que justement notre construction européenne a des défauts, a des péchés originels, par exemple l'euro, il n'a jamais été appuyé par une politique européenne commune, ni fiscale, ni économique, ni de quelque façon ce soit. Donc est-ce qu'on peut faire face aujourd'hui ? J'ai dit depuis 10 ans que l'euro disparaîtra si nous ne sommes pas capables de mettre en place un budget européen. De la même façon, on a toujours avancé comme ça en Europe. On a fait le marché unique parce que le marché commun ne suffisait pas, on a fait la monnaie unique parce que le marché unique ne suffisait pas, et à chaque fois, il y a eu des crises qui ont précédé cela. Aujourd'hui, on voit comme une évidence que la monnaie unique ne peut pas exister sans une politique fiscale et budgétaire commune. C'est pas possible. Alors, est-ce qu'on aura le courage de le faire ? On verra bien, mais pour l'instant, on est face à des hommes politiques qui sont du XXe siècle, c'est-à-dire qui ont un siècle de retard, quoi. Y a-t-il un parmi les dirigeants actuels de l'Europe qui donne des signes d'avoir compris cette réalité ? Malheureusement, le seul homme politique qui me paraît sérieux et avoir compris s'appelle M. Jean-Claude Trichet, mais ce n'est pas un homme politique. Et c'est le seul qui a, en Europe, à ma connaissance, avec peut-être M. Jean-Claude Juncker aussi, qui, dans sa position de patron de l'Eurogroupe, a très bien vu les enjeux, ont compris qu'il fallait une intégration beaucoup plus grande, mais ils ne sont pas en situation de l'imposer. Donc où va-t-on, d'après vous, M. Jacques Attali ? Je pense qu'on va vers le pire. Le pire, c'est-à-dire en 2-3 ans, peut-être moins, un délitement de l'Europe. La seule question, c'est de savoir si les hommes politiques qui n'ont pas eu le courage de décider dans le calme décideront dans la tempête. Dans la tempête donc, elle ne fait que commencer, cette tempête. Bien sûr. La crise ne fait que commencer. Tous ceux qui disent depuis des mois et des mois, la crise est finie, nous sommes sortis de la crise, disent n'importe quoi. La crise ne fait que commencer parce que la dette publique augmente, parce que la récession est là. Bien sûr, il n'y a pas de crise en Chine, en Inde, au Brésil et ailleurs. Mais la crise en Europe, la crise aux États-Unis, la crise au Japon, la crise dans tous les pays de l'OCDE, elle est là. Ces vieux pays, soi-disant riches, sont maintenant fatigués, ont choisi de vivre à crédit, il faut qu'ils payent. On choisit de vivre à crédit, il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye. Il va te péter un plomb. J'adore. Mais avant d'évoquer mon projet, je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Dajjal. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. And who controls electronic money? The banking system. And who controls the banking system? Dajjal. Moi, président de la République. Président Special Fusée. Moi, président de la République. Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Moi, président de la République. Une femme fait irruption sur l'estrade, arrive à 1 mètre de lui et asperge François Hollande de farine. Moi, président de la République. The glorious history of the Americans, France and the United States of America. Michel, long life the United States. Moi, président de la République.
Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Moi, président de la République, moi, président de la République. Il y a François Hollande. Moi, président de la République, Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir pour vous faire connaître la décision que j'ai prise dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Moi, président de la République, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Alors de Montebourg à Macron, ça fait un virage à 180 degrés, présidentiable un jour. Mais c'est pas anodin ce que vous dites. 180 degrés quand même ce virage, qu'opère l'exécutif. On ne peut pas dire ça encore. Il faut pas encore ? Non. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est comme la politique, comme le disait d'ailleurs très justement Arnaud Montebourg hier, ça ressemble beaucoup au théâtre. Ça ressemble beaucoup au théâtre. J'ai travaillé, je l'ai voulu. Je suis devenu fonctionnaire, banquier. Certains ou certaines me l'ont parfois reproché. J'en ai conscience, mais j'en suis fier. La démission annoncée du ministre de l'économie. Emmanuel Macron quitte le gouvernement. C'est désormais officiel. François Hollande l'annonce. Les deux hommes se sont entretenus longuement. Il y aura une petite intervention d'Emmanuel Macron à 17h45 heure de Paris. Dans quelques mois, à l'occasion de l'élection présidentielle, une opportunité nous est offerte. Celle de refuser enfin le statu quo pour choisir d'avancer. Parce que ce combat que nous devons livrer pour faire réussir notre pays, il commencera en mai 2017. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. C'est de la poudre de perlimpinpin. Perlimpinpin. Alors, dès qu'un président de la République est dynamique, il est cocaïnomane. Ah bon, oui, ça, il n'y a pas photo. Sûr. Ah bah, écoutez, il n'y a pas photo. Vous savez, moi, j'observe les gens et je sais très bien ce que c'est qu'un cocaïnomane. C'est de la poudre de perlimpinpin. Après, je peux me permettre de dire, je pense que certains présidents, comme Sarkozy ou même Macron... Vous n'avez aucune preuve, donc... Non, j'ai pas de preuve, j'affirme rien. Hein. J'ai dit, j'ai le droit de penser. Mais vous pensez quoi? Est-ce qu'on va me faire un procès si je dis ce que je pense? Je ne peux pas vous l'assurer que ce soit non. Mais qu'est-ce qui vous amène à dire que ces présidents-là peuvent avoir tombé dans les mêmes drogues? Pour parler de notre président actuel, je trouve que bon, il a des mimiques un peu douteuses, le fait de toujours se gratouiller le nez. C'est de la poudre de perlimpinpin. Vous savez, en Hollande, quand j'allais dans les discothèques, quand je suis arrivé en Hollande en 72, je voyais les gens sortir des toilettes, ils faisaient comme ça. C'était le signe, allez, cabalistique, on va dire, du trafic, du consommateur.
puis voilà. Mais c'est pas grave, puisque vous dites dans votre bouquin que la cocaïne, c'est moins grave que le tabac ou l'alcool. On est d'accord. Vous êtes ravis. On est d'accord, mais je veux dire aussi qu'il n'y a pas que ces signes-là. Il y a les yeux, le regard. C'est de la poudre de perlimpinpin. J'ai trouvé personnellement, après j'affirmerai, que Macron il avait un drôle de regard ces derniers temps. Hein. Et puis son comportement, hautain et tout. Moi, je dis, ça laisse présager, voilà. Quand je dis ça, quand même. Des choses qui vont pas là. Quand je dis... Absolument. Alors, je dis quand même qu'on est la troisième puissance nucléaire du monde. Avoir un président cocaïnomane, c'est quand même dangereux. Et s'il cherche un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Et moi seul. Et les valeurs qui nous ont fait, ce qui nous a conduits là, ça n'est pas la République des fusibles, ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et attention, c'est de la poudre de perlimpinpin. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Parce que le président est forcément imprévisible. Quand on prend... Alors la cocaïne, ça crée un dédoublement de la personnalité. Quand on s'appelle Chirac et qu'on prend de la cocaïne, on n'est plus Chirac. On est quelqu'un d'autre. C'est encore comme problème. Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Et pas forcément quelqu'un de bien. Et donc, le mec qui peut appuyer sur le bouton nucléaire ou alors ordonner une guerre, vous savez qu'un président, il a quand même pas mal de prérogatives dans ce domaine. Et moi, je trouve... Et puis même, après, le comportement avec le peuple. Vous voyez ce qui se passe en ce moment avec les Gilets jaunes. C'est normal, ça, c'est pas normal. Qu'un président dise... Ça, c'est le comportement. Je dis bien, c'est le comportement d'un cocaïnomane. Hein. Après, je peux me tromper. Hein. Monte ta gueule, j'ai fumé. Oh, tu l'as niqué. Il a visé la tête. Oh. J'ai la presse. On te pue, l'entier. On sort de là, on sort de là. Oh le bâtard. Il m'a chopé là. C'est de l'eau, mais là, il est juste. Il m'a chopé. Oh l'enculé. Perlimpinpin. Perlimpinpin. Perlimpinpin.
Macron, j'ai aucune preuve qu'il prend la cocaïne. Ouais, rappelons qu'on n'a aucune preuve. Mais voilà. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner, et pour gagner, et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. C'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Comme si de rien n'était, ce 1er décembre 2016, François Hollande reçoit les athlètes français primés aux Jeux Olympiques de Rio. Son ancienne conseillère sport, Nathalie Iannetta, est de retour au palais pour l'occasion. Le président me dit on va aller faire une promenade avec Philae. J'étais très attachée à la chienne du président. Et on va se promener dans le parc et à ce moment-là j'ai compris que c'était presque une promenade d'adieu. Mais j'ai pas posé de questions. Dans le plus grand secret, François Hollande passe l'après-midi à retravailler le texte de son renoncement. Seuls 3 conseillers sont dans la confidence, rien ne filtre, pas même chez ses fidèles secrétaires. Elles me disent ah ben on a vu le président, il est en forme. Donc elles pensent qu'il va déclarer sa candidature. Donc personne ne pense que François Hollande peut renoncer, quoi. Bientôt 20h, le président traverse la rue de l'Élysée pour se rendre au studio d'enregistrement. Il est assis sur une chaise, je suis dans le couloir avec sa maquilleuse Nadia. On ne sait pas trop quoi dire, quoi. Enfin, il n'y a plus rien à dire d'ailleurs, donc on reste un peu silencieux, juste au moment où on lui donne le top départ pour qu'il rentre dans le studio. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir pour vous faire connaître la décision que j'ai prise dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. À Savoie, je comprends qu'il y a quand même quelque chose qui est étouffé, comme un sanglot retenu ou une voix étranglée. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Les secrétaires sont en larmes. François Hollande console ses proches. Son vieil ami le rejoint dans son bureau. Tout d'un coup, c'est un relâchement, quoi. Soulagé ? Pas soulagé de la décision, mais soulagé de l'avoir dite. François Hollande redoute d'être critiqué. Sa décision sera unanimement saluée, y compris dans sa famille politique. Vous savez, tous les présidents suivants ont été tout aussi loin de ma conception de la fonction présidentielle. Quand Nicolas Sarkozy monte en basket et en short l'escalier sacré de l'entrée de l'Élysée, il discrédite totalement la fonction présidentielle. Et Jacques Chirac n'a pas manqué aussi de ce genre de blasphème. Non, c'est vrai que depuis François Mitterrand, c'est ainsi. Depuis François Mitterrand, c'est ainsi. Mais c'est assez révélateur d'une chose beaucoup plus profonde. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Mais pourquoi il aurait moins de pouvoir? Véronique Jacquier, Sud Radio. Il a moins de pouvoir pour 1000 raisons. D'abord, pour de bonnes raisons. Il n'y a plus la peine de mort. Et il n'y a plus l'Union soviétique. Donc les deux dimensions fondamentales de la thaumaturgie, du droit de vie nucléaire, le droit de vie et de mort, ont disparu. L'euro, aussi bonne raison, fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation, les grands investissements ne sont plus dans l'État et la politique de grandes infrastructures ne lui appartient plus. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. Au revoir. Il a quitté le pouvoir il y a maintenant 35 ans.
Mais la République se montre toujours généreuse avec Valéry Giscard d'Estaing, comme avec tous les anciens locataires de l'Élysée. Dans un rapport de la Cour des comptes remis à François Hollande et dévoilé par Mediapart, le coût des anciens présidents de la République est pour la première fois officiellement estimé. 10 300 000 € par an au total. Au nom des obligations liées à leurs anciennes fonctions, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy bénéficient chacun aux frais du contribuable d'un appartement de fonction, de 2 personnels de maison, d'une voiture avec 2 chauffeurs, de 7 collaborateurs et de gardes du corps. De plus, leurs communications téléphoniques et leurs voyages en train et en avion première classe sont gratuits. S'ajoute à cela une enveloppe de 65 000 € par an de dotation et des indemnités de 14 400 € par mois, tant qu'ils siègent au Conseil constitutionnel. Des avantages jugés trop élevés par le patron de la Cour des comptes et par des organisations qui prônent une meilleure éthique de la vie politique. Ils ont un appartement de fonction alors qu'ils ne sont plus en fonction. Ils bénéficient des personnels, des fonctionnaires de ministères qui seraient peut-être mieux employés par les ministères. Le rapport prône une baisse progressive des avantages matériels liés au statut d'ancien président, des avantages supérieurs à ceux pratiqués aux États-Unis. Selon le rapport, un ancien président français bénéficie chaque année de près de 150 000 € de plus qu'un ancien président américain. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. C'est le commentaire édifiant de l'économiste Bernard Monod en direct à la télé au moment où Macron marchait à côté de la pyramide du Louvre avant de délivrer son discours. C'est un passage tiré de la Bible et il résume assez bien l'étrangeté de la situation. Les Français vont donc avoir un gamin pour président, plus exactement c'est quelqu'un dont l'âge mental serait de 15 ans, c'est quelqu'un qui n'a pas grandi, qui n'a pas mûri et qui serait pour ainsi dire marié avec sa mère. Le 7 mai, beaucoup d'interrogations ont surgi et en ce qui me concerne une fois de plus, les événements se situaient dans le prolongement de ce que je venais juste de raconter. Juste avant, j'avais cité une prédiction d'un certain Pierre Faubert qui parlait de pyramide à 666 faces et d'un jeune bardé d'or avec la marque de la bête au front qui guidera le pays et à peine quelques jours plus tard, Macron gagne avec un score annoncé de 66,06% et il fait son discours devant la pyramide du Louvre. Et pour couronner le tout, on se souvient que j'avais parlé d'une fresque montrant que l'Antéchrist serait un jeune et qu'il serait présenté aux gens devant une pyramide. Donc tout cela fait quand même de sacrées coïncidences et cela mérite qu'on consacre une ou deux vidéos à ce Macron. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ce Macron serait ou non le fameux Antéchrist annoncé un peu partout, tout d'abord dans les prophéties, puis dans les prédictions des visionnaires, et enfin dans des fresques, des films, des clips, et même dans une couverture de l'Économiste. Dans tous les cas, je rappelle qu'il avait l'apparence d'un jeune blond, ce que Macron n'est pas. Ce n'est pas la première fois que je fais un travail de ce genre, j'ai déjà parlé du fils à Donald Trump, un jeune blond qui a été présenté aux yeux du monde entier. J'ai également indiqué plusieurs autres candidats possibles. Mais là, l'affaire est autrement plus grave et il est temps de mettre certaines choses au point. Tout d'abord, concernant l'Antéchrist, je le dis et je le répète une dernière fois, cela ne sera pas marqué sur son front qui il est. Ce serait trop facile. Il n'y aura pas un grand néon clignotant qui va indiquer qu'il est l'Antéchrist. Donc il faut arrêter de me dire, mais où est-ce qu'il est ton Antéchrist? Car il n'y aura jamais de document officiel qui attesterait son identité. Lui-même, il ne va jamais dire qu'il est l'Antéchrist. Au lieu de ça, il va nous sortir un discours comme le jeune Maxwell Lugan, à base de « Les livres sacrés sont des ouvrages de physique quantique et Dieu est une énergie qui est partout et nous devons l'exploiter pour être nous-mêmes des dieux ». Ce sera n'importe quoi, mais ça va marcher avec les esprits faibles qui ne comprennent rien à rien, un peu comme ceux qui ont voté Macron et qui ont fait la fête alors qu'ils n'appartiennent pas à la caste des riches. En fait, c'est comme si des moutons avaient élu le boucher qui va les égorger et aller faire la fête avec lui, et à la fin bien sûr, ils vont finir en méchus. Aujourd'hui, nous allons donc examiner cette hypothèse pas si saugrenue qui ferait de Macron à la fois l'Antéchrist et le grand monarque annoncé depuis des siècles. Et bien entendu, nous allons examiner cela à la lumière des prophéties et des prédictions. Et je vous le dis tout de suite, que ce soit lui ou non, ce ne sera pas un exercice inutile puisque cela nous permettra de faire la lumière sur ce thème qu'est l'Antéchrist de la fin des temps. L'Antéchrist, il faut en parler, il faut garder cette notion vivante dans l'esprit des gens,
Il ne s'agit pas d'un mythe, d'une croyance de cultéreux ou de grenouilles de bénitier. Aujourd'hui, tous les grands spectacles, toutes les grandes mises en scène sont conçus comme des cérémonies occultes. Les stars du showbiz font des gestes bizarres, des cornutos, ils tirent la langue, des fois ils portent même des cornes, ils déclarent avoir vendu leur âme au diable, parfois ils rentrent en transe et surtout ils n'oublient jamais de faire le signe du borgne. Ils veulent faire passer ces signes pour une mode, mais tout cela est bien réel. Les masques sont en train de tomber et dans un avenir proche, quand vous serez en position de faiblesse, quand vous n'aurez même pas de quoi manger, ces gens vont vous forcer à adorer leur chef, l'Antéchrist. Alors, avant de commencer, on va mettre les points sur les i et préciser qui est cet Antéchrist, qui n'est pas un mythe, mais une personne bien réelle qui se prépare à faire son apparition. Je vais vous dire ce que je sais, et je vais vous le dire de manière simple, mais cela ne sera pas forcément ce que vous imaginiez au départ. Tout d'abord, l'Antéchrist est le fils de Satan. C'est le fils d'un djinn, autrefois élevé au rang d'ange. Satan non plus n'est pas un mythe, mais on l'a mythifié. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les gens n'y croient plus. Si les gens ne croient plus en Satan, alors ils ne croient plus en Dieu, car l'un va avec l'autre. C'est pour cela qu'en 1717, les satanistes ont organisé un grand convent où ils ont décidé de plusieurs choses et l'une d'entre elles, ce fut l'effacement de la réalité de Satan. C'est un plan qui s'est étalé sur plusieurs siècles et aujourd'hui, il y a même des prêtres qui se moquent des gens qui croient en l'existence de Satan. Ce plan a réussi au-delà de toute espérance et c'est pour cela que l'on dit que le meilleur tour du diable est d'avoir réussi à faire croire qu'il n'existait pas. Le remplacement de l'enseignement religieux par l'école laïque fut l'une des étapes capitales de ce plan et aujourd'hui même la notion de mal a été éliminée. Par exemple, on nous dit que si on bombarde et qu'on détruit d'autres pays, c'est parce que l'on aurait des intérêts stratégiques à agir ainsi. Il y aurait donc des intérêts stratégiques à tuer des civils, des femmes et des enfants, à bombarder des hôpitaux, des écoles, des crèches, des usines de médicaments et à faire des millions de morts. Tout cela, c'est juste stratégique et il n'y a aucune volonté de nuire, aucune malfaisance et celui qui oserait dire le contraire serait un partisan de la théorie du complot. Un complot, c'est quoi? C'est simplement des gens malfaisants qui s'organisent entre eux pour commettre des crimes. Aujourd'hui, cela n'existe donc pas, du moins pas officiellement. Si l'on en croit les médias, le seul complot qu'il y a eu, ce fut celui des 19 islamistes qui ont fait tomber les tours du World Trade Center avec des cutters. Et c'est pour cette raison que des années plus tard, les cutters sont interdits dans les avions. Les cutters, mais aussi les couteaux, les canifs, les coupe-ongles, les fourchettes, les cuillères, même la nourriture, même le chocolat, car avec tous ces ingrédients, on nous dit qu'une réaction chimique est possible avec le kérosène, et on peut faire tomber des tours de 110 étages, on peut même faire tomber des tours qui n'ont pas été touchées par un avion. Réaction chimique, oui, c'est marqué noir sur blanc dans les journaux, je n'invente rien. Aujourd'hui, tout le monde sait que le 11 septembre est un grand canular, il n'y a pas eu de débat, et il n'y en aura jamais, c'est interdit, c'est un tabou, mais la vérité maintenant tout le monde la connaît, les tours sont tombées car il s'agissait d'une démolition contrôlée. Des milliers d'experts sont d'accord là-dessus. Qui dit démolition contrôlée dit préméditation, et donc complot, et donc gens malfaisants qui se sont organisés en vue d'atteindre cet objectif. Le 11 septembre nous apprend qu'il existe des gens malfaisants, qu'ils sont organisés, qu'ils ont infesté l'administration américaine, mais aussi les médias occidentaux. Tout cela vous le saviez déjà, ou du moins vous vous en doutiez, mais la vérité sur le 11 septembre la voici, et elle nous ramène à l'Antéchrist, le fils de Satan. Vous devez juste savoir qu'un djinn peut posséder le corps d'un être humain. C'est là une chose tout à fait normale que l'on rencontre partout, dans tous les pays, dans tous les milieux. Quand cela arrive, on fait appel à un exorciste et le djinn, il dégage. Mais il existe une opération magique qui permet carrément à un djinn de s'incarner dans un corps humain, et ce, dès sa conception, c'est-à-dire au moment de l'acte. C'est ce que l'on voit dans le film de Polanski, Rosemary Baby, et c'est ce qui est décrit dans un vieux récit islamique qui relate la naissance de l'Antéchrist à l'époque de Moïse. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Antéchrist est un démon qui s'incarne régulièrement depuis des milliers d'années,
Ce n'est pas un humain qui aurait la vie éternelle, ce n'est pas un humain qui serait attaché depuis des siècles dans une grotte sur une île, comme le croient certains musulmans un peu naïfs. Quant aux chrétiens, il leur suffit de lire la Bible pour comprendre que l'Antéchrist est la bête qui monte du fond du puits de l'abîme, c'est-à-dire du fond de l'enfer. Pour ceux qui ne comprendraient pas, je le répète, l'Antéchrist est un démon qui remonte depuis le fond de l'enfer et qui possède temporairement un corps humain. Ce corps est un réceptacle et quand il meurt, ce démon repart au fond du puits de l'abîme. C'est simple à comprendre. Maintenant, devinez où se situe l'une des sorties du puits de l'abîme, à New York. Plus exactement, sous l'immeuble des Nations Unies. Et que trouve-t-on dans cet immeuble des Nations Unies? Une salle de méditation qui repose sur une colonne dont les fondations sont enfoncées profondément dans le sous-sol rocheux de l'île de Manhattan. Et devinez ce qu'il y a à l'intérieur de cette salle? Le plus grand bloc de magnétite du monde. Il fait 2 mètres sur 1 mètre de hauteur et il a été donné en cadeau à la Lucy Trust, c'est-à-dire la compagnie de Lucifer, en 1957 par le secrétaire général suédois de l'époque. Le terrain où a été construit ce bâtiment a été donné en cadeau par John Davidson Rockefeller Jr. Alors, il faut savoir que la magnétite est un minerai de fer et pour ceux qui ne le sauraient pas, le fer a le pouvoir d'attirer les démons. Il y a des idoles qui sont construites en fer, renseignez-vous. En fait, cette salle a été conçue comme une antenne destinée à recevoir un flux souterrain. Et devinez ce qui s'est passé la nuit du 31 décembre 2000 dans cet immeuble des Nations Unies à New York? Eh bien, tout simplement, c'est là qu'eut lieu la conception de l'Antéchrist. Une femme et un homme se sont dévoués pour cette tâche, et le démon qui remonte de l'abîme a pris possession du corps de l'homme et a fécondé la femme. De cette manière, la semence porte l'empreinte indélébile du démon et le fœtus qui se développe porte également cette empreinte démoniaque. Cela signifie qu'aucune âme ne pourra s'y incarner. L'Antéchrist est donc un démon qui a une forme humaine temporaire, il peut même y vivre 100 ans. Et devinez ce qui s'est passé 9 mois plus tard. C'est la naissance de l'Antéchrist au moment du 11 septembre. Le 11 septembre doit donc se voir comme un rituel sacrificiel qui a nécessité la force de vie de milliers de New-Yorkais. Ce n'est pas un hasard si cette date a été choisie, le 9 est un symbole masculin, le 11 est un symbole féminin et la conjonction de ces deux nombres indique soit un accouplement, soit une naissance. C'est marqué dans le dictionnaire des symboles, achetez-le si vous ne me croyez pas. Quant au tour, elle symbolise 2 voix initiatiques, ou plutôt contre-initiatiques, une voix active et masculine et une voix passive et féminine. Ce sont des voix magiques où l'on fait appel à des démons pour profiter de leur pouvoir. Et à ces 2 voix, il faut en rajouter une 3e qui consiste en un mélange des 2. C'est pour cette raison qu'il y a eu une 3e tour plus petite qui fut démolie ce jour-là. Ces 2 ou 3 tours font partie des rituels maçonniques. Cela signifie que chacun des temples maçonniques dans le monde contient ces tours. Cela aussi, vous pouvez le vérifier par vous-même. D'un point de vue magique, le rituel du 11 septembre a été répété et préparé des milliers et des milliers de fois par les francs-maçons. Cela signifie que le rituel magique du 11 septembre s'inscrit dans la continuité de leur rituel. Je précise que dans cette affaire, les francs-maçons doivent être considérés que comme des idiots utiles. Ces 3 tours ont donc été démolis le 11 septembre, le jour de renaissance de l'Antéchrist, et à la place, il y a eu le One World Trade Center, un bâtiment de 541 mètres, soit 1776 pieds. 1776, c'est évidemment l'année de naissance de la secte des Illuminés de Bavière qui ont ourdi et manigancé la Révolution française. Le programme de ces Illuminés est à la base de toutes les hérésies modernes. Humanisme, socialisme, communisme et mondialisme, et leur plan prévoit d'étrangler le dernier roi avec les boyaux du dernier prêtre. Là encore, c'est officiel, c'est dans les livres d'histoire, il suffit juste de se renseigner. Le message transmis par le One World Trade Center est vraiment simple à comprendre, il signifie qu'il y aura une nouvelle voie initiatique qui va remplacer les 2 ou 3 anciennes voies et que bientôt les Illuminés seront directement initiés par le fils de Satan en personne, c'est-à-dire l'Antéchrist. Et pour cela, il faudra sacrifier une partie du cheptel humain. Le cheptel humain, ce sont ces moutons qui croient encore que les tours du World Trade Center sont tombés à cause d'une réaction chimique, et eux, ils seront sacrifiés au moment de la Troisième Guerre mondiale. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les victimes du 11 septembre préfigurent celles de la Troisième Guerre mondiale et qu'il faut passer par une phase de destruction afin de procéder à la reconstruction. C'est pour cette raison qu'à l'origine, l'oiseau qui devait figurer sur le grand sceau des USA était le phénix et non l'aigle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants américains n'ont pas trop envie de voir leur pays carbonisé et renaître de ses cendres dans quelques années.
C'est ce qui explique l'apparition soudaine et inattendue de Donald Trump. Donald Trump est donc le porte-parole d'un nouvel ordre mondial américain. Rien n'est caché, il le dit lui-même. Voilà en quelques minutes ce que l'on peut dire au sujet de l'Antéchrist. J'ai juste abordé ce sujet dans ses grandes lignes. Je ne peux évidemment pas parler de tout. Mais en résumé, il y a des méchants qui n'hésitent pas à tuer des gens juste pour avoir un peu plus de pouvoir, des pouvoirs magiques. À leur niveau, ils se fichent complètement de l'argent. L'argent, c'est juste une carotte qui sert à faire avancer le cheptel humain. Pour ces gens, une nouvelle ère est en train de s'ouvrir et ils doivent mettre en esclavage le cheptel humain s'ils veulent profiter de cette nouvelle opportunité directement depuis les mains du fils de Satan. Voilà à quoi se résume le nouvel ordre mondial. Il s'agit donc juste d'un petit village avec des magiciens, des enchanteurs et des sorciers. Ils ne sont que quelques milliers, mais ils occupent les plus hauts postes ou alors ils contrôlent ceux qui s'y trouvent et ce petit monde n'a qu'une obsession, c'est que leur petit village devienne planétaire. Et pour cela, ils ont juste besoin que les gens dorment, c'est-à-dire qu'ils ne soient que des moutons prêts à se laisser emmener à l'abattoir. Le 11 septembre était donc un rituel sacrificiel qui préfigure un plus grand sacrifice, celui qui aura lieu au moment de la Troisième Guerre mondiale. Ce rituel du 11 septembre s'inscrit dans une certaine continuité qui obéit à un schéma numérologique occulte, et de ce point de vue, la date du 11 septembre doit se voir comme le pivot de notre histoire. Par exemple, le Pentagone a été construit un 11 septembre 1941, 60 ans jour pour jour avant les attentats. 11 ans auparavant, jour pour jour, ce fut le discours de George Bush qui annonçait le nouvel ordre mondial, le 11 septembre 1990. 900 jours après, il y a eu les attentats de Madrid, puis il y a eu ceux de Londres, 7/7/7, et enfin le 15 janvier 2014, Christine Lagarde nous a expliqué le plus naturellement du monde comment les dates étaient choisies en fonction de la numérologie. Elle a attiré notre attention sur le chiffre 7, et le 7 juillet 2014, 7/7/7, commençait le massacre de Gaza qui fit 2000 autres victimes sacrificielles. À l'époque, j'avais averti, j'avais dit faites attention, il va se passer quelque chose au mois de juillet. Mais tant que les gens restent dans leur état de mouton, cela n'en finira donc jamais. Les sacrifices continuent, et 900 jours précisément après le discours de Lagarde, c'est le massacre de Nice. Et entre-temps, ces chers illuminés qui se foutent du monde se sont même permis d'annoncer la date de leur prochain massacre carrément dans la une de l'Économiste, et ce fut le rituel sacrificiel du Bataclan le 13 novembre 2015. Et cela n'en finit jamais, car quand on alerte les gens sur ces problèmes, ils ne sont pas capables de comprendre quoi que ce soit, ou alors ils restent complètement dubitatifs. La raison est simple, c'est que rien dans leur éducation, ni dans leur vécu, ne les a habitués à réagir à ce genre d'infos. Ils n'ont donc pas développé d'anticorps efficaces pour lutter contre cette nuisance que représente cette petite caste d'illuminés. Aujourd'hui, il y a donc des criminels qui exposent leurs plans en plein jour, et les gens restent bouche bée. Voilà où nous en sommes. Donc, depuis 2001, ces chers illuminés tuent des gens selon des calculs numérologiques magiques, et tout le monde fait comme s'il n'avait rien vu pour ne pas être accusé d'être un partisan de la théorie du complot. Tout le monde, c'est-à-dire les hommes politiques, les journalistes, les hommes d'affaires, les juges, les policiers, ils préfèrent laisser agir cette petite bande de satanistes qui squattent le haut de la pyramide du pouvoir, plutôt que de se voir traîner dans la boue et perdre leur carrière. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, et celui qui parle d'antéchrist et d'illuminé, officiellement, c'est juste un fou. De son côté, l'antéchrist, il possède de nouveau un corps humain, il aura bientôt 16 ans, et toute la petite troupe d'illuminés fait sa promotion. C'est même normal. Clips, films, chansons, spectacles, il est partout, ils font tous des cornutos, c'est normal, ils se cachent tous l'œil pour lui rendre hommage, c'est normal. Et celui qui trouverait cela étrange, c'est juste un partisan de la théorie du complot, c'est un fou qu'il faut interner. Il ne croit pas à la version officielle du 11 septembre, il croit que des illuminés dirigent le monde et font des sacrifices humains, c'est donc un fou qu'il faut mettre à l'asile de toute urgence. Si je faisais une vidéo à chaque fois que l'antéchrist est mentionné dans un film, un clip ou un spectacle, j'en aurais déjà fait des dizaines, peut-être même 100. Il est tellement mentionné que cela dépasse ma capacité de traitement. Par exemple, vous vous rappelez la cérémonie du Gothard? Cette cérémonie étrange qui a fait flipper tout le monde l'année dernière, eh bien, il y est représenté sous la forme de l'androgyne à tête de bébé. Sous cette forme, il est appelé l'Angelus Novus, l'ange de la fin de l'histoire. Il y est montré avec des seins car le réceptacle, c'est-à-dire le corps dont prend possession un démon, est qualifié de féminin, c'est-à-dire qu'il est passif, tandis que le démon, lui, est qualifié d'intelligence pénétrante, c'est-à-dire que de ce point de vue, il est masculin et actif. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais un sataniste que vous voyez à la télé à chaque fois qu'il y a une guerre, il le dit
et cela a été enregistré. La preuve. Satan, c'est Lucifer, Satan, c'est le porteur de lumière, Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux, et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que Judas était celui, non, qui n'a pas changé du tout, que Judas était en raison même de la présence de Satan en lui, c'est-à-dire de cette puissance de lumière et d'intelligence, le seul probablement à croire ce que les 11 autres apôtres se contentaient de savoir. Renseignez-vous sur l'Angelus Novus, tapez ce nom dans Google et apprenez par vous-même. Cet antéchrist qui a 16 ans, aujourd'hui on le voit dans des fresques, par exemple dans celle de Bank of America ou bien celle de l'aéroport de Denver, on le voit dans des clips, dans plein de clips, par exemple dans ce clip de Bob Sinclair qui s'appelle « I Feel For You ». Je vous avais dit qu'il a été conçu la nuit du 31 décembre 2000. Je vous avais dit qu'il a été conçu sur ce bloc de magnétite qui se trouve au milieu de la salle de méditation de la société de Lucifer, la Lucy Trust. Je vous avais dit que ce bloc repose sur une colonne qui s'enfonce profondément sous terre. Je vous avais dit que cette soi-disant salle de méditation est destinée à recevoir un influx souterrain, c'est-à-dire que c'est dans cette salle que la bête qui monte de l'abîme des enfers a été conçue. C'est écrit dans l'Apocalypse et même la ville de New York y est citée. C'est la ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre, c'est-à-dire que c'est elle qui abrite le siège de l'ONU, l'embryon du gouvernement mondial. Et voici quelques images d'un clip du chanteur Wookid, il s'appelle Iron. Iron ça veut dire fer, et l'on voit l'antéchrist, alias le blond, qui gît inanimé sur un bloc de marbre. Donc tous les initiés ont compris qu'il s'agit en réalité du bloc de magnétite de l'ONU. Cet enfant, il semble mort, mais il va être ramené à la vie car il y a des forces occultes qui opèrent et qui vont le ranimer. Dans le clip suivant, qui s'appelle Run Boy Run, on voit le même enfant courir. Mais de quoi a-t-il peur? Qui le poursuit, le pauvre petit bout de chou? Serait-ce ce monstre affreux qui sort de la terre? Tiens, mais ce monstre ressemble à ceux que l'on a vus dans la fameuse cérémonie du Gothard. Et le blond? Il tombe, mais le monstre, il va le rattraper. Sauve-toi, petit blond, relève-toi et cours. Mais le monstre, il le prend dans ses bras et il le sauve. Le monstre, en fait, c'est son copain, ouais. Et il y a des tas d'autres monstres qui sortent de la terre et le blond, il prend la tête de leur armée. Et maintenant, c'est un chef de guerre. Il porte même un casque avec 2 cornes. Alors le casque avec les 2 cornes, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, il s'agit d'une référence directe à un verset du chapitre 13 de l'Apocalypse. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. La bête de l'Apocalypse, c'est-à-dire l'Antéchrist, est décrite comme ayant l'apparence extérieure d'un agneau, mais qui parle comme un dragon, c'est-à-dire comme Satan. Le livre de l'Apocalypse, dont le sens est resté obscur depuis presque 2000 ans, affirme explicitement que l'Antéchrist sera un démon qui sort du puits de l'abîme et qui aura un corps d'enfant. Ce n'est pas moi qui l'invente, et ce n'est pas moi non plus qui ai fait ce clip de Wookid. Et le texte de l'Apocalypse affirme bien que cette bête qui monte de l'abîme ira à la perdition, c'est-à-dire que son combat est perdu d'avance. Et que voit-on dans ce clip? On voit l'Antéchrist prendre d'assaut une ville blanche qui ressemble à New York et qui en réalité représente le monde des humains. Le sens de ce qui nous est raconté est clair et explicite. L'Antéchrist qui a été ramené à la vie sur ce bloc de magnétite qui appartient à la société de Lucifer, c'est officiel, la Lucy Trust existe. Vous pouvez même les appeler ou leur envoyer une lettre, ils ne se cachent même pas, voici leur adresse. Cet Antéchrist qui a l'apparence d'un enfant, ce sera un chef de guerre et à la tête de ses troupes démoniaques, il va prendre d'assaut le monde des humains, à commencer par la ville de New York. Ce clip a une suite qui s'appelle I Love You, ça veut dire I Love You l'Antéchrist, bien sûr, où on voit son cadavre gisant après la bataille tandis que son essence démoniaque retourne dans le puits de l'abîme. Encore une fois, c'est tout à fait explicite. Désormais, rien n'est caché, ils opèrent à visage découvert, mais évidemment le mec normal, celui qui ne s'informe que dans les médias et qui regarde la télé, il ne va rien comprendre. De temps en temps, il va tomber sur un truc bizarre comme les couvertures de l'Économiste, la cérémonie du Gothard, la pyramide de Macron. Cela va occuper son esprit quelques jours, puis ensuite, il n'y pensera plus. Des clips comme ça, je pourrais vous en sortir des dizaines, et en plus, il y a les films et les spectacles et les photos, et même les déclarations. En vérité, il y en a tellement qu'on ne peut pas tout traiter, mais aujourd'hui, il faut savoir que l'Antéchrist est une réalité. Il est vivant. Il y a des gens qui font d'ores et déjà sa promotion, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un délire de partisans de la théorie du complot. Donc je rappelle les points clés.
L'Antéchrist est un démon qui s'incarne dans un corps humain. Il a été conçu la nuit du 31 décembre 2000 et il est donc né le 11 septembre 2001. Il va apparaître après la Troisième Guerre mondiale et après le Malhama, c'est-à-dire le massacre des Arabo-musulmans. Mais avant, il pourrait nous faire un petit coucou, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que l'on aurait déjà aperçu dans les médias. La couverture de l'Économiste le mentionnait et aujourd'hui on ne sait pas s'il a été présenté au public ou non. L'Antéchrist ne va évidemment pas se présenter en tant que tel. Une des fresques de Bank of America nous montre qu'il sera présenté peu après l'élection de Donald Trump. Ces fresques sont ce que l'on appelle des œuvres prédictives et les personnages que l'on voit sont certainement Donald Trump et Hillary Clinton. Il y a Obama qui regarde vers le passé, l'autre personnage dont on ne voit qu'une partie du visage pourrait être Bill Clinton. Le blond est présenté sur un damier maçonnique, la position de ses pieds est en forme d'équerre, c'est le signe qu'il est un apprenti. Les escaliers représentent les niveaux qu'il aura à gravir, mais on se doute qu'il va les gravir très vite pour être au sommet de la pyramide. Il est présenté au moment où l'ère de la paix arrive à sa fin. Cela est symbolisé par l'olivier enflammé. Le personnage qui lit un livre représente le public insouciant. C'est donc une fresque très intéressante qui contient beaucoup d'informations. En 2016-2017, cette ère de paix arrive à sa fin. Tout le monde parle de guerre mondiale, cette idée n'est plus un délire de conspirationniste, et tout le monde attend, et moi le premier, ce blond qui devrait être présenté au public. Fin 2016, première alerte, le fils de Donald Trump est présenté au monde entier, il est riche, il a un comportement un peu bizarre, mais il n'a pas l'âge requis, il aurait seulement 10 ans. Autre alerte, un certain Max Lugan, que l'on présente comme un génie de la technologie. Il nie à la fois Dieu et les religions, mais son discours est tellement attrayant, il est tellement plein d'entrain et sympathique que tout le monde va se faire avoir. Il est plus âgé que le fils à Trump, mais il n'a pas l'âge requis non plus, il a seulement 14 ans. Récemment, il y a un autre petit génie de la technologie qui est apparu dans les médias, c'est un champion de course de drone, les médias parlent de lui, il a l'âge requis, c'est-à-dire 16 ans, et cerise sur le gâteau, il a un problème d'infection à l'œil droit parce qu'il porte des lunettes de réalité virtuelle, exactement comme dans les deux couvertures de l'Économiste. Celui-là, il remplit presque tous les paramètres, sauf qu'il a l'air gentil, et personnellement, j'ai du mal à imaginer un démon qui vivrait à l'intérieur de lui. Et enfin, il reste Monsieur X. J'ai émis l'hypothèse que l'Antéchrist pourrait être un hacker et qu'il déclencherait une grande crise financière en piratant des banques ou des grandes entreprises, ou même la bourse. J'ai dit ça l'année dernière, et aujourd'hui on vient d'apprendre que des pirates se sont attaqués à des milliers d'ordinateurs dans 72 pays. C'est donc une hypothèse tout à fait plausible. L'Antéchrist veut nous imposer sa marque, la marque de la bête, et quoi de mieux pour ça que d'effacer les comptes en banque. Il pourrait nous annoncer « Il n'y aura plus de riches ni de pauvres, ni de patrons ni de salariés, plus de frontières, plus de tiers-monde. Tout le monde aura le même revenu, tout le monde aura droit à 1 million de dollars. » Si une telle annonce serait faite, nul doute que des millions de gens seront d'accord. Quoi qu'il en soit, l'Antéchrist se fera le promoteur de la paix et de la justice sociale, et la plupart des gens le suivront. Si l'on dit à un Tchadien ou un Togolais ou un habitant du Bangladesh, tiens, voilà 1 million de dollars, paye-toi un appartement et va habiter dans le pays que tu veux puisque l'on a aboli les frontières. Eh bien celui-là, il sera prêt à mourir pour cela. D'ailleurs, la plupart des gens sont déjà, sans le savoir, des partisans du système de l'Antéchrist. Il suffit de jouir de la société de consommation et de rejeter Dieu et les religions pour l'être. C'est déjà le cas de la plupart des gens. Donc on a vu que l'Antéchrist est une menace bien réelle et on a vu qu'il y avait déjà des candidats potentiels. On l'attend même de pied ferme pour lui donner la raclée qu'il mérite. Ceci est symbolisé par le canon du fusil qui est pointé sur sa tête dans la couverture de l'Économiste. Et voilà que Macron débarque de la banque Rothschild qui fabrique du vin avec des 666 sur l'étiquette. Il n'a pas de parti, il n'a pas vraiment d'expérience politique, il n'a jamais été élu. Et là, il gagne grâce à une combine qui consiste à le placer face à Marine Le Pen. Pour cela, il a fallu faire perdre des points à François Fillon avec des scandales montés en épingle. Donc, tout le monde était dans le coup, les médias annoncent un score de 66,06%, et il fait son discours devant la pyramide du Louvre qui a 673 carreaux, soit 666 plus 7. Grâce à Lagarde, on sait que les illuminés tiennent beaucoup à la puissance magique du 7. Après cette élection, tout le monde était déjà sous le choc, mais en plus, il y a eu cette affaire de pyramide. Comme je l'ai déjà dit, avant que l'on réagisse, les médias ont tiré à boulet rouge sur les conspirationnistes qui dénoncent les Illuminati reptiliens. Dans cette affaire, c'est comme s'ils étaient prêts à dégainer avant nous. On dirait qu'ils avaient anticipé notre réaction. Et en réalité,
Cette cérémonie devant la pyramide du Louvre a bien été conçue comme une cérémonie d'initiation. Il s'agissait d'une cérémonie maçonnique où l'élu, le jeune apprenti, sort de l'ombre et s'en va vers la lumière. Encore une fois, c'est dans les journaux, je n'invente rien. Pour nous qui traquons l'Antéchrist, la question qui se pose, c'est de savoir si Macron l'est ou non. Est-ce que c'est lui qui est représenté sur les fresques de Bank of America et de Denver? Est-ce que c'est lui que l'on montre dans des clips et des films? Est-ce que c'est lui le grand monarque annoncé par des prophéties? Au vu de tous les éléments en notre possession, on constate qu'il y a certains points communs et que la question mérite d'être posée. L'Antéchrist qui nous était montré était jeune, c'était un enfant, et on nous apprend que Macron est resté un enfant. Il a été séduit par sa prof de maths, qu'il a épousée. On nous dit que c'est elle qui le conseille, donc psychologiquement, il serait resté quelqu'un de profondément immature. Comme nous le montre la fresque de Bank of America, il a été présenté devant une pyramide, peu après l'élection de Trump, et c'est un initié franc-maçon. Il affirme même être le maître des horloges. Moi, j'ai dit que l'Antéchrist nous ferait un petit coucou, et lui, il arrive avec un score de 66,06% devant la pyramide en déclarant être le maître des horloges. C'est peut-être ironique, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? Il se prend déjà pour un chef de guerre. Il a défilé sur un engin militaire au moment de son intronisation. Il vient de la ville d'Amiens, et autrefois l'Antéchrist nous a été présenté par une série de films qui s'appelle Damien, la malédiction. À peine entré en fonction, les médias nous l'ont montré faire le triangle Illuminati avec ses doigts. On a aussi une photo de lui qui est très célèbre, qui le montre clignant de l'œil comme s'il était borgne. Puis, ils nous ont dit que Macron était la licorne de la politique française, c'est-à-dire une sorte de start-up prometteuse, sauf que la licorne est le symbole de l'illumination, c'est-à-dire celui de l'ouverture du troisième œil. Et sur la couverture de l'Économiste, le blond est représenté avec une licorne sur la casquette. Voilà pour les points communs que Macron a avec l'Antéchrist. On voit que rien ne nous a été épargné. On attend la première photo de Macron qui fait le cornito, qui ne devrait pas tarder, et qui devrait amener tous les prétendus conspirationnistes à croire que Macron est bel et bien l'Antéchrist. Le problème, c'est que celui-ci n'a aucun charisme. Il ne sait pas s'adresser à la foule, c'est juste un petit technocrate au regard vide. De vous à moi, coup de tête balayette de claque dans la gueule, et c'en est fini de lui. L'Antéchrist ne peut pas être ça. L'Antéchrist, et c'est quelqu'un qui ne pourra même pas être vaincu par le Mahdi. Il faudra que Jésus descende pour qu'il meure. Je sais que c'est dur à croire ce genre de choses, et il faut changer radicalement sa manière de penser pour cela. Je vais vous dire ce que je pense. L'Antéchrist est quelqu'un qui se fera passer pour le sauveur. Ce sera un imposteur. Mais quiconque jouerait ce rôle serait aussitôt démasqué par les gens dont la foi en sortirait grandie. Ce n'est donc pas un bon calcul de sortir l'Antéchrist maintenant, même si c'est juste pour faire un petit coucou. Il faut donc que quelqu'un d'autre soit désigné Antéchrist à sa place, et ce quelqu'un, normalement, ce sera le Mahdi. Il faut savoir que tous ceux qui racontent que l'islam consiste à adorer une pierre dans le désert, que le Dieu de l'islam n'est pas un Dieu d'amour, que le prophète Muhammad était un pédophile qui s'est marié avec une fille de 9 ans, ce genre de bêtises que l'on retrouve constamment un peu partout dans les commentaires. Eh bien, ces gens travaillent, consciemment ou non, pour les forces de l'Antéchrist. Ces gens peuvent être déguisés en chrétiens ou même en musulmans, mais objectivement, ils préparent le public à croire que le Mahdi sera l'Antéchrist et que l'islam est la religion de Satan, ce qui est complètement débile, mais ça marche quand même. Mais le Mahdi n'est pas encore apparu et il faut bien trouver quelqu'un d'autre qui remplisse ce rôle d'Antéchrist avant le vrai Antéchrist. C'est là qu'intervient Macron de chez Rothschild avec sa pyramide et son score de 66%, et plus il y aura de gens qui croiront qu'il est l'Antéchrist, plus grandes sont les chances que celui-ci apparaisse juste avant la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi voudrait-il le faire apparaître juste avant la Troisième Guerre mondiale? Honnêtement, je ne sais pas, mais cette intention est manifestée sur la couverture de l'Économiste et celle-ci montre qu'il est sous la menace d'un fusil tenu par un musulman. En fait, on croit qu'ils sont puissants et tout, mais en vérité, ils ont peur. Il suffit d'une petite étincelle pour que leur élu se fasse lapider. Avec l'Internet et les réseaux sociaux, il suffit qu'un type comme moi se lève et crie « Le voilà, c'est lui l'Antéchrist » et c'en est fini de leur plan. Pour le moment, ils veulent le sortir, mais ils ne peuvent pas. Ils ne sont donc pas si forts que ça, et le clip que je vous ai montré aujourd'hui le montre explicitement. Ils ont peur. En conclusion, cette élection de Macron obéit à une logique différente de celle que l'on connaît. Cette logique est la même que celle du 11 septembre. C'est une logique qui obéit à des impératifs d'ordre occulte. C'est-à-dire que ce sont des démons qui ont dicté ce choix aux dirigeants et ceux-ci ont obéi.
Il y a des années et des années, des démons leur ont dit « Faites en sorte que Macron soit le président de la France en 2017 » et ils ont obéi. C'est aussi simple que ça. Ils lui ont préparé le terrain, ils l'ont embauché, ils lui ont fait gagner beaucoup d'argent, ils lui ont organisé une carrière fulgurante pour qu'en 2017, à la surprise générale, il soit élu président. Et Macron n'a même pas eu besoin de tremper dans leur combine, c'est-à-dire qu'il n'a même pas eu besoin d'être un des leurs. C'est juste un pantin que l'on manipule et ces manipulateurs n'ont même pas eu besoin de savoir pour quelle raison. Ils obéissent, c'est tout. Depuis des années, ils n'ont pas épargné leur effort pour amener leur élu là où il est maintenant. Donc aujourd'hui, avec tout ça, si vous croyez que Macron est l'antéchrist, vous allez automatiquement baisser votre garde quand apparaîtra le véritable antéchrist. Donc croire que Macron est l'antéchrist, c'est permettre l'apparition de celui-ci en toute sécurité. Il ne se sentira plus menacé. Aujourd'hui, 99% des gens dorment, mais ceux qui sont informés de toutes ces histoires à propos de l'Antéchrist ont donc un véritable pouvoir entre leurs mains, et ils peuvent même changer le cours des événements. Donc ne croyez pas que Macron soit l'Antéchrist, c'est juste une grossière manipulation. Voilà ce que l'on peut dire au sujet de l'élection de Macron. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas lui. Le véritable antéchrist sera beaucoup plus séduisant que ce technocrate insipide. Les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Répondez en fait jamais aux questions. Vous parlez toujours du passé et des autres. Mais c'est très bien, les Français comprendront que vous n'avez rien à proposer. C'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Sur l'épaule. La main sur l'épaule de François Hollande. Les deux ont mis, c'est amusant, François Hollande, le premier a mis la main sur l'épaule d'Emmanuel Macron et à la fin c'est Emmanuel Macron. Il l'applaudit. Il l'applaudit. Comme Nicolas Sarkozy l'avait fait pour Jacques Chirac à l'époque. Une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Est-ce que vous avez regretté de ne pas vous être représenté, franchement? Franchement, oui. 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 Je vous réponds, oui. Oui. Vous avez regretté. Et parce que je pense que ma responsabilité est engagée. Ça veut dire quoi? Que vous avez pris votre décision un peu vite? Sans doute. Parce que j'avais promis de la donner au mois de décembre je me souviens, ouais. 2016. J'aurais pu attendre quelques semaines, la situation politique était changée. Mais je voulais surtout conjurer la menace d'un débat, d'un duel entre la droite et l'extrême droite. C'est ça qui m'a déterminé. Mais je n'ai pas suffisamment mesuré les conséquences que ça pouvait avoir sur la gauche. Je n'aurais peut-être pas été élu, mais j'aurais défendu.